Alors imaginez un peu un manuel. Un manuel de pouvoir si dense, si impitoyable, qu'il a littéralement servi de plan pour construire l'État moderne. Eh bien, ce manuel, c'est le testament politique du cardinal de Richelieu, qu'il a écrit au XVIIe siècle pour le roi Louis XIII. Aujourd'hui, on va plonger ensemble au cœur de ce guide du pouvoir absolu. Mais là où ça devient vraiment fascinant, c'est que ce texte a été au centre d'une énorme polémique. Un siècle après, le grand philosophe Voltaire a carrément dit que c'était un faux. Un faux, pourquoi? Tout simplement parce que les idées dedans étaient tellement radicales, tellement proches d'une apologie de la tyrannie, que ça choquait encore profondément les penseurs des Lumières. Bon, alors pour bien comprendre sa pensée, voilà comment on va procéder. D'abord, on va se plonger dans la France de l'époque, et c'était un vrai chaos. Ensuite, on décortiquera sa stratégie, son plan pour un pouvoir total et ses conseils en leadership. Et pour finir, on verra en quoi tout ça nous parle encore aujourd'hui. Allez, on commence par le contexte. Pour vraiment saisir à quel point Richelieu était un radical, il faut comprendre l'état de la France quand il est arrivé aux affaires. Oubliez la carte postale de la nation puissante et unifiée. La réalité, c'était un royaume complètement fracturé, vraiment au bord de l'explosion. Et franchement, qui de mieux pour décrire ce chaos que Richelieu lui-même? Dans cette phrase, il brosse un portrait sans concession pour le roi. On sent l'urgence, hein. Les Huguenots, les nobles, tout le monde faisait sa propre loi et défiait le roi. En clair, le roi n'était plus vraiment maître chez lui. Pour Richelieu, il y a 3 menaces mortelles qui pèsent sur la couronne. D'abord, les Huguenots, les protestants, qui sont si puissants qu'ils forment un véritable État dans l'État. Ensuite, les grands nobles, qui se prennent pour des rois sur leur propre terre. Et enfin, à l'extérieur, la menace des Habsbourg qui encercle littéralement la France. Face à ce bazar généralisé, Richelieu, lui, il ne fait pas dans la demi-mesure. Sa stratégie, elle est froide, elle est méthodique, avec un seul et unique objectif, restaurer l'autorité du roi et faire de la France une superpuissance. Et pour y arriver, il n'a pas hésité à prendre des décisions radicales. Ses actions parlent d'elles-mêmes. D'abord, il interdit les duels. Ça peut sembler anecdotique, mais en fait c'est un message très fort. Seul l'État a le droit à la violence. Ensuite, le grand coup, la prise de La Rochelle, qui met fin au pouvoir militaire des protestants. Et enfin, le plus fou, il s'allie avec des princes protestants contre l'Espagne catholique. La preuve que pour lui, l'intérêt de la France passait bien avant la religion. Tout ça, ça repose sur un concept fondamental, la raison d'État. Pour Richelieu, c'est simple, la survie et la puissance de l'État passent avant tout le reste. La morale, la religion, les intérêts personnels, tout ça, c'est secondaire. C'est une philosophie politique froide, pragmatique, souvent brutale, qui va complètement changer la manière de gouverner en Europe. Bon, maintenant, on entre dans le cœur du réacteur. Parce que Richelieu ne donne pas juste une grande stratégie. Non, il détaille avec une précision chirurgicale comment gérer chaque groupe de la société. C'est un véritable mode d'emploi du royaume. Sa vision est ultra hiérarchique et très claire. Pour le clergé, le mot d'ordre, c'est l'obéissance au roi. Pour la noblesse, c'est simple. Fini les petites guerres privées, maintenant on sert l'État à l'armée. Et pour le peuple, sa vision est beaucoup plus dure. Et voici la fameuse citation, sans doute la plus brutale de tout son texte. Pour Richelieu, le peuple doit bosser et payer des impôts. Pas seulement pour remplir les caisses de l'État, non, mais aussi pour le maintenir dans l'obéissance. Selon lui, si on lui laisse trop de repos, il devient fainéant et se rebelle. C'est une vision d'une sévérité incroyable qui montre bien sa logique, l'ordre et le contrôle avant tout. Mais là où il est surprenant, c'est dans son pragmatisme. Prenez la vente des charges publiques, un truc qu'on appellerait de la corruption aujourd'hui. Eh bien Richelieu, il voit ça comme un mal nécessaire. Pourquoi? Parce qu'il se dit que l'interdire créerait encore plus de problèmes, de conflits. Il préfère un système imparfait qui marche à peu près, plutôt qu'un idéal qui mènerait au chaos. On arrive à la dernière grande partie de son testament, et c'est une véritable leçon de leadership, un guide pour tous ceux qui conseillent le pouvoir qui est toujours aussi pertinent aujourd'hui qu'au XVIIe siècle. Pour Richelieu, un bon conseiller doit avoir 4 qualités, c'est non négociable. La probité, pour l'honnêteté. La capacité, c'est-à-dire la compétence. Le courage, le courage de dire au roi quand il se trompe. Et enfin, l'application. En gros, être un bosseur, quelqu'un qui ne lâche rien et qui va au bout des choses. Et il dessine le portrait robot du bon et du mauvais conseiller. Le bon, il pense d'abord à l'État. Le mauvais, lui, il est paresseux, il a peur, il pense à sa carrière, et, reflet des préjugés de l'époque, il se laisse influencer par les factions et les femmes. Pour Richelieu, un mauvais conseiller est plus dangereux qu'une armée ennemie. C'est dire. Alors combien faut-il de conseillers principaux au juste? La réponse de Richelieu est cinglante, un seul. Il est persuadé qu'il ne faut qu'un seul Premier ministre pour diriger le gouvernement, sinon c'est la porte ouverte aux divisions et aux guerres de clans. On se demande un peu à qui il pensait en écrivant ça, tiens. Mais attention, cette confiance, elle doit marcher dans les deux sens. Le ministre ne peut rien faire si le roi ne le soutient pas publiquement, sans aucune réserve.
C'est un pacte en fait. Le ministre doit être loyal, mais en échange, le roi doit le protéger des complots et des critiques. Sans ce soutien, tout s'écroule. Alors pour finir, quel est l'impact de toutes ces idées? Eh bien, l'héritage de Richelieu est tout simplement colossal. On peut dire sans exagérer qu'il a été l'architecte de l'État moderne centralisé. Donc si on résume, Richelieu, c'est l'architecte de l'État-nation. Il a fait de la raison d'État la règle numéro 1 en politique, il a ouvert la voie à l'absolutisme de Louis XIV, et il a laissé derrière lui un manuel du pouvoir qui, pour le meilleur et pour le pire, est encore étudié partout dans le monde. Et tout ça, ça nous amène à une question fondamentale qui est toujours aussi pertinente. Quelle doit être la priorité d'un gouvernement? Garantir la liberté des citoyens ou assurer la survie et la puissance de l'État? La réponse de Richelieu, elle, était très claire. La nôtre, aujourd'hui, est elle aussi simple? C'est sur cette question qu'on va se quitter.